Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette édition d'Euronews Soir. À la une de l'actualité ce lundi, c'est une nouvelle page de l'histoire du Brésil qui s'ouvre au lendemain de l'élection de Jair Bolsonaro. Le candidat d'extrême droite a remporté la présidentielle haut la main dans un pays plus divisé que jamais. Angela Merkel passe la main. La chancelière allemande annonce son retrait de la vie politique à l'issue de son mandat après un nouveau revers électoral en Hesse. Un attentat suicide a frappé Tunis aujourd'hui. Le geste d'une kamikaze dans le centre de la capitale tunisienne. Une première depuis la vague d'attaque de 2015. En Indonésie, un avion s'est écrasé au large de l'île de Java peu de temps après son décollage. Le crash de ce Boeing 737 de la compagnie Lion Air n'a fait aucun survivant. On le surnomme le Trump brésilien. Jair Bolsonaro partage avec son homologue américain le goût de la provocation. Le candidat d'extrême droite, coutumier des propos racistes et homophobes, a remporté la présidentielle. Un grand saut vers l'inconnu pour le pays, miné par les inégalités et les scandales de corruption. Les précisions de Sandrine Delorme. Voici le Brésil de Jair Bolsonaro. La 4e plus grande démocratie du monde l'a élu comme son nouveau président. 55% des électeurs ont donc choisi l'extrême droite, pour beaucoup pensant qu'il va sauver leur pays du communisme. Maintenant, ce pays est comme je voulais qu'il soit. Ce n'est pas un pays communiste. Le Brésil n'est pas un pays communiste. C'est fini. Le Parti des travailleurs a perdu. Mais dans son discours de victoire, les Brésiliens ont eu droit à un Bolsonaro plus conciliant, moins excessif. Il a parlé égalité, diversité, remisé ses propos racistes. Ce pays appartient à chacun d'entre nous, aux Brésiliens nés ici et à ceux qui se sentent comme tels au fond de leur cœur. C'est un Brésil avec beaucoup d'opinions, de couleurs et d'orientations différentes. En tant que défenseur de la liberté, je dirigerai un gouvernement qui défendra et protégera les droits des citoyens, qui remplissent leurs devoirs et respectent la loi. Les lois sont pour tous. C'est ainsi que notre gouvernement va travailler d'une manière constitutionnelle et démocratique. Les électeurs de Jair Bolsonaro disent être fatigués de la violence criminelle et des affaires de corruption des politiciens. Après Michel Temer et surtout Dilma Rousseff, Lula et le scandale Petrobras, ils ont voulu se débarrasser du Parti des travailleurs qui était au pouvoir depuis plus de 10 ans. Et aujourd'hui, le candidat Fernando Haddad et ses partisans, encore nombreux, craignent pour leur avenir. Nous avons une énorme tâche qui nous attend dans ce pays. Défendre la liberté de penser, défendre la liberté de ces 45 millions de Brésiliens qui nous ont suivis jusqu'à présent. Fernando Haddad a tout de même récolté environ 45% des suffrages. Depuis 1985 et la fin de la dictature, c'est l'élection qui a le plus polarisé le pays. Ce scrutin jette une lumière crue sur les fractures du Brésil. Le pays semble bien coupé en deux, à l'image de ses partisans des deux camps. Et pour nombre de femmes très mobilisées pendant la campagne, l'élection d'un misogyne machiste catholique, ennemi juré de l'avortement, est d'autant plus un drame. Après la Bavière, c'est au tour de la Hesse de désavouer le parti d'Angela Merkel. La CDU a essuyé un nouveau revers électoral qui oblige la chancelière allemande à céder les rênes de son parti et à se retirer progressivement de la scène politique. Christelle Petrongari. Angela Merkel annonce la fin de sa carrière politique. La chancelière allemande ira au bout de son mandat en 2021, mais ne briguera plus ensuite aucune fonction. Angela Merkel laisse aussi la présidence de la CDU. Elle tire ainsi les leçons de ses revers électoraux. Lors de la prochaine conférence du Parti fédéral de la CDU à Hambourg en décembre, je ne serai plus candidate au poste de présidente de la CDU. Ensuite, ce 4e mandat est le dernier en tant que chancelière de la République fédérale d'Allemagne. Lors des élections au Bundestag en 2021, je ne serai plus candidate à la chancellerie ni au Bundestag et je ne briguerai plus aucune fonction politique. La chancelière, 64 ans, dirige l'Allemagne depuis 13 ans, mais son autorité est de plus en plus contestée à la fois dans ses rangs et dans l'opinion publique. Elle fait les frais de sa politique migratoire et lutte depuis des mois pour le maintien de sa coalition avec les sociodémocrates. Son 4e mandat est pour beaucoup celui de trop.
Mission accomplie, nous sommes présents dans les 16 régions. L'AfD, l'alternative pour l'Allemagne, est avec les Verts la grande gagnante du scrutin régional en Hesse. Le parti d'extrême droite est désormais représenté dans les 16 parlements régionaux. Avec près de 13% recueillis dans le Land de Hesse, l'AfD est parvenue à tripler son score de 2013. La plupart de ses électeurs sont venus de la CDU d'Angela Merkel, mais il y a aussi des déçus du SPD, le parti social-démocrate. L'AfD s'est construite sur la critique des gouvernements Merkel, un discours défiant, provocateur et viscéralement anti-immigration. Il séduit tout d'abord dans l'Est. En 2014, le parti âgé d'1 an frôle les 10% en Saxe. Puis vient le Sud-Ouest. Dans les 3 années qui suivent, il fait son entrée dans 14 parlements régionaux. Depuis dimanche, la carte de l'Allemagne est intégralement couverte. Fait notable, l'emprise croissante du parti sur la politique allemande n'a pas semblé pâtir des querelles internes ni des changements successifs de direction. Le parti a témoigné du départ de l'un de ses fondateurs, Bernd Lucke, puis de Jörg Kreuze et Frauke Petry, qui ont tous deux mis en garde contre le virage à droite pris par le parti. Frauke Petry l'a quitté après les élections générales de l'an dernier, lors desquelles l'AfD a terminé 3e. Résultat, le parti a maintenu son cap droitier et populiste et aborde les élections européennes de l'an prochain avec le costume de première force d'opposition au Bundestag. En Indonésie, un avion de la compagnie Lion Air s'est abîmé au large des côtes de Java. Les 189 personnes qui se trouvaient à bord ont toutes péri dans ce crash alors que les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver les boîtes noires. Mais avant cela, c'est une première depuis 3 ans à Tunis. L'attaque meurtrière du Bardo avait marqué les esprits dans la capitale tunisienne. Et aujourd'hui, une kamikaze a actionné ses explosifs dans le centre-ville. Vincent Ménard. Au moins 9 personnes, dont 8 policiers, ont été blessés ce lundi après-midi en plein centre de Tunis. Une femme kamikaze a fait exploser la bombe qu'elle portait sur elle près de voitures de police. Les faits se sont produits sur l'avenue Habib Bourguiba, l'une des principales artères de la capitale tunisienne. Aussitôt, le secteur a été bouclé par les forces de l'ordre et de nombreuses ambulances ont été envoyées sur place. Il s'agit du premier attentat à secouer Tunis depuis ceux commis en 2015 et revendiqué alors par le groupe État islamique. En mars de cette année-là, des hommes avaient ouvert le feu sur des touristes au musée du Bardo. Et en novembre, 12 agents de la garde présidentielle avaient été tués lors d'une attaque suicide. Des victimes retrouvées en mer au large de l'île de Java et des débris par centaines. En Indonésie, les sauveteurs repêchent progressivement ce qu'il reste du Boeing 737 de la compagnie Lion Air qui transportait 189 passagers. Le vol censé relier Jakarta à la ville de Pangkal Pinang au large de Sumatra s'est abîmé en mer peu après avoir décollé au petit matin. Il avait demandé à la tour de contrôle de pouvoir faire demi-tour. L'appareil avait à peine quelques mois. Cet appareil avait effectué son dernier vol entre Denpasar et l'aéroport de Jakarta et il avait une autorisation de vol. Un problème technique avait fait l'objet d'un rapport, mais nous avons travaillé à régler ce problème en suivant les procédures du constructeur aéronautique. Les boîtes noires de l'appareil, pour l'heure introuvables, devraient permettre de comprendre ce qui s'est passé. Pour les familles des passagers, l'attente organisée à l'aéroport de Jakarta est sans espoir. 178 adultes, un enfant, 2 bébés ainsi que 2 pilotes et 6 membres d'équipage se trouvaient à bord de l'avion. Cet homme qui a raté l'embarquement est sans nouvelles de son ami. À 6h30, l'embarquement était terminé. Je n'ai pas eu de réponse de mon ami. J'aurais bien aimé le rejoindre, mais impossible de le joindre. Peut-être que son téléphone était éteint. L'Indonésie, qui compte 17 000 îles, est très dépendante des liaisons aériennes et les accidents y sont fréquents. Lion Group a annoncé cette année la commande de 50 Boeing 737 pour répondre à un marché en pleine croissance. Vous avez gagné 1 heure de sommeil si vous habitez en France, mais le passage à l'heure d'hiver divise toujours autant et ces heures semblent compter par Bruxelles. On y revient dans un instant. Au Royaume-Uni, le budget a été adopté par le Parlement, une loi aux allures d'équation à plusieurs inconnus. Les députés ont dû voter le texte avec de nombreux points d'interrogation, faute d'accord sur le Brexit. Christelle Petrongari.
fixer les prévisions économiques et les orientations budgétaires du gouvernement britannique sans connaître l'issue des négociations sur le Brexit. Tel était l'objectif périlleux de Philip Hammond. Le ministre des Finances dévoile cet après-midi le budget 2019. Ce défenseur d'un Brexit doux a choisi une approche équilibrée. Les prévisions supposent que nous obtiendrons une sortie négociée, un accord de libre-échange de type moyen, et c'est sur cette base que repose le budget. Si nous obtenons un meilleur accord, il y aura un avantage. Si nous partons sans accord, nous serons dans des circonstances différentes, et cela exigerait une approche différente, une réponse différente. Sur le plan comptable, son budget se présente sous de bons augures car les finances publiques sont en meilleure santé. Mais pour ces Britanniques frappés par 10 ans d'austérité, les investissements dans les services publics se font attendre. Le système de santé publique a presque été détruit. Les services de police se détériorent et il n'y a plus d'argent pour rien. C'est terrible. Ils ont réduit le nombre d'assistants dans les classes. Les classes sont trop surchargées. On n'arrive pas à obtenir un rendez-vous chez le médecin. Pour moi, le pays est en train de s'effondrer. Le ministre des Finances a dû faire face à 2 engagements contradictoires de son gouvernement. Retrouver l'équilibre budgétaire tout en desserrant les cordons de la bourse, des promesses qui seront difficiles à tenir. L'Union européenne semble se diriger vers la fin du changement d'heure. Toutefois, les modalités et le calendrier de cette abolition ne sont pas encore définis. À l'origine, ce décalage horaire entre l'été et l'hiver avait pour objectif de réaliser des économies d'énergie. Mais les gains réalisés apparaissent très limités et c'est l'argument employé par la Commission européenne. Aujourd'hui, les économies d'énergie du changement d'heure sont minimes et continuent de diminuer. Les estimations varient, mais les récentes études parlent de 0,1 à 0,2% de la consommation annuelle d'électricité. C'est aux États membres de décider s'ils veulent adopter l'heure d'été ou l'heure d'hiver. Je viens d'Estonie et nous avons un consensus sur le fait que nous devrions arrêter de changer d'heure 2 fois par an. Certains préfèrent rester dans notre fuseau horaire, d'autres préfèrent l'heure d'été. Je m'attends à de vifs débats en Estonie. Pour les pays membres, il est important de se coordonner afin d'éviter toute complication au sein de l'Union. Nous avons par exemple 200 000 travailleurs frontaliers qui viennent quotidiennement au Luxembourg, de Belgique, de France, d'Allemagne. Donc nous pensons qu'il faut une position commune et un cadre commun en Europe. La Commission propose la fin du changement d'heure pour le 1er avril 2019, mais les gouvernements estiment que le calendrier est trop ambitieux. Enfin, un mot de sport pour refermer ce journal. L'entraîneur du Real se retrouve sur la sellette après la dernière défaite cinglante de son club. Mais direction Florence pour rouvrir des écrits qui ont traversé les siècles, des textes légendaires signés Léonard de Vinci. Les explications de Christelle Petrungari. Connaissez-vous le Codex Leicester? Sous ce nom énigmatique se cache un manuscrit exceptionnel. Des idées novatrices et des notes scientifiques de Léonard de Vinci, génie de la Renaissance. Pour le découvrir, direction Florence, en Italie, et la Galerie des Offices, où s'ouvre l'exposition « L'eau, microscope de la nature ». Car le mouvement de l'eau est le sujet principal de l'ouvrage. Grâce à ses observations, Léonard de Vinci a par exemple fait de nombreuses recommandations sur la construction de ponts et sur l'érosion. Le Codex Leicester, ce sont aussi des théories sur l'astronomie, les propriétés des roches et des fossiles, l'air et la lumière céleste. Autre particularité, il est rédigé en écriture spéculaire, c'est-à-dire que le texte est à l'envers et qu'il faut le placer devant un miroir pour pouvoir le lire. Cette exposition à Florence marque le début des célébrations du 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. Elle est à découvrir jusqu'au 20 janvier 2019. Julen Lopetegui risque fort de perdre son poste suite à l'humiliation subie au Camp Nou lors du Classico. Après la lourde défaite 5-1 face au Barça, ce ne serait plus qu'une question d'heure avant que l'entraîneur du Real Madrid ne soit remercié. La Maison-Blanche, triple tenant du titre en Ligue des Champions, reste sur 5 revers en 7 matchs, toutes compétitions confondues. Les résultats insuffisants pour l'ex-sélectionneur de l'Espagne, arrivé cet été sur le banc madrilène, en lieu et place de Zinedine Zidane.
C'est plus facile de virer l'entraîneur que de limoger les joueurs. Je vous ai déjà dit ce que je ressentais, que j'avais foi et confiance en cette équipe. Le responsable de la défaite, c'est moi, pas les joueurs. Toute la presse espagnole annonce que son sort est déjà scellé et croit connaître le nom de son successeur. Si Santiago Solari pourrait assurer l'intérim, c'est Antonio Conte qui a les faveurs des pronostics. Réputé pour sa poigne de fer et sa minutie tactique, le technicien italien a connu le succès aussi bien avec la Juventus qu'avec Chelsea. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur les réseaux sociaux et sur notre site. Très belle soirée à tous.